Sensible ou insensible à la critique? C'est l'histoire d'un fou qui est interné et accompagné depuis plusieurs mois. Lors d'un entretien, le psy lui annonce qu'il va pouvoir sortir. Il n'a plus besoin d'être interné. Le fou panique et refuse catégoriquement. Le psy lui dit: Mais enfin, Georges Hippolyte. Bon, entre nous, on se demande si la cause de sa folie, c'est pas son prénom, ce pauvre Georges Hippolyte, mais ça, c'est un autre sujet et une digression inutile. Donc le psy lui dit: Mais on a beaucoup travaillé, vous avez fait d'énormes progrès, et désormais, vous savez bien, vous n'êtes pas une miette de pain. Alors Georges Hippolyte acquiesce. Il a parfaitement intégré qu'il n'est pas une miette de pain. Il vit bien son humanité, il a progressé, ça va. Mais il répond: Mais les poules, elles, est-ce qu'elles le savent que je ne suis pas une miette de pain? Cette introduction pour dire que la façon dont on vit la critique, notamment, ça vient pas nécessairement de l'extérieur. Et on va essayer de comprendre ce qui se joue. Et pourquoi certains s'en foutent, basiquement, alors que pour d'autres, elle peut sembler et être destructrice. Je suis Maya, une femme concernée par les TND, les troubles du neurodéveloppement, dans sa vie perso, professionnelle et associative. Ce podcast est né de mon besoin de chercher, de comprendre, de creuser, de douter, de tester d'autres hypothèses, de douter à nouveau. Mais aussi des échanges avec ma voisine, maman elle aussi d'ado atypique, de nos rares moments où on arrive à se poser, de parler sans filtre et en toute honnêteté de ce qu'on vit et de ce que vivent nos proches, de rire, d'être très franche, de la liberté d'expression et du soutien que ça apporte. Alors on s'est dit qu'on devrait en faire des sketchs parfois. En fait, on rit beaucoup avec Sandra. Ou alors un podcast. Et comme on n'a pas du tout le temps de faire ça ensemble, et que moi, de mon côté, sans texte, je suis assez mauvaise à l'oral, ce qui veut dire qu'un podcast co-animé, ça serait probablement moins fluide. Et j'avoue aussi que travailler seul, ça va plus vite quand on part dans tous les sens. Et voilà d'où est né ce podcast. Aujourd'hui, on va parler de la critique. Cela étant, Gaëtan, la critique et comment on la fait, ça a aussi pleinement sa place dans les épisodes sur le couple, puisque si vous suivez, vous savez qu'on a commencé la dernière fois la série sur le couple et paf, je vous interromps et je vous mets la critique en plein dedans. Allez, c'est parti, voilà pour le menu. On aura la mise en bouche. Ensuite, pourquoi certains s'en balancent alors que d'autres sont mis à terre par la critique? L'affect plutôt que la raison? Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir? Est-ce que c'est vous le critique? Un petit focus sur le parent critiqué. Pourquoi on y croit à ces critiques? La confiance. Les facteurs externes. Et un exemple de blague entre guillemets. Et la conclusion qui sera servie en plateau dessert. Voilà pour le menu du jour. Allez, c'est parti pour la mise en bouche. C'est une conversation très riche avec Raph d'Intensément Podcast qui m'a donné l'idée de ce sujet. Avec Raph, on a des débats d'idées, enfin plutôt des partages. On creuse, passage de balle intellectuelle. Tiens, en fait, tu penses quoi de ce sujet? Et à l'occasion de l'un d'entre eux, on a fait intervenir 2 experts. Et là, ça a bardé entre les deux. Moi, j'étais là au milieu, j'étais désolée de la situation, parce que c'est moi qui ai suggéré qu'elles échangent chacune. Et j'avais l'impression que ça dégénérait. Lui, limite, ça l'amusait. Alors, comme nos cerveaux s'arrêtent jamais et qu'on adore poser des questions, on s'est demandé d'où ça peut venir, cette différence de réaction face à la critique. Je précise ici que je vais parler de la critique. Comment la qualifier? Je sais pas. J'ai pas envie de dire constructive, parce que je pense que c'est un argument de patate de dire non, mais je critique, mais c'est constructif. Disons que ici, je vais pas parler de malveillance, de manipulation, d'abus. Ça, non. Sur ces sujets-là, j'entre en détail dans la série Arrêtez de se faire bouffer en 3 épisodes. Ici, on va rester plus en surface, donc sur ce qu'on qualifie de critique. Allez, c'est parti. Alors, pourquoi certains se marrent lorsqu'ils sont sévèrement critiqués, tandis que d'autres s'effondrent? Je vois plusieurs hypothèses. On va commencer par 3. Certains enfants ont appris que quoi qu'il se passe, ils sont aimés et que malgré les crises, ils sont en sécurité. Ils n'ont pas eu des parents parfaits, ils ont assisté à quelques disputes, il y a eu des problèmes dans la famille, les conditions de vie n'ont pas nécessairement été simples, mais il y avait toujours une forme de stabilité, une forme de structure intérieure qui fait qu'au fond d'eux, ils ont la certitude que ça va aller, qu'ils sont soutenus et aimés. Et ça leur permet de faire face à l'adversité. D'autres
on déduit que la critique peut les tuer. Ils ont expérimenté n'avoir personne, ou presque, sur qui s'appuyer, ne pas être protégés ou accompagnés. Et là non plus, ça ne dépend pas que des conditions socio-économiques de la famille. Ça peut venir de la génération culturelle des parents qui étaient plus préoccupés d'eux-mêmes que du développement émotionnel de leurs enfants. Ça peut venir aussi du manque de connaissances éducatives, de maladresses répétées, de circonstances extérieures, du divorce, du veuvage, et bien sûr, pour aller plus loin, des maltraitances. Mais également de la santé mentale, de l'équilibre mental des parents. Un parent, par exemple, avec un trouble narcissique, bipolaire ou antisocial, ne sera pas le même type de parent, évidemment, qu'un autre qui est moins impacté dans sa santé mentale. Je fais le lien ici avec la théorie de l'attachement. Dans le premier cas, l'enfant a de fortes chances de développer sa figure principale d'attachement, enfin de développer avec sa figure principale d'attachement un mode sécure. Ce qui fait que plus tard, dans les situations difficiles, il aura plutôt tendance à ne pas se sentir déstabilisé et pourra plus facilement prendre du recul. L'enfant dont les figures d'attachement étaient moins adaptées, on va dire, va avoir plus de probabilité de développer un attachement anxieux ou évitant, ou ambivalent, c'est-à-dire à la fois anxieux et évitant. Du coup, dans les situations de critique, que ce soit avec un conjoint, un collègue, le patron, des voisins, la famille, cet enfant, il va plutôt chercher l'approbation et avoir très peur de la critique. Il pourra aussi réagir de façon anxieuse en ayant absolument besoin d'être rassuré sur sa propre valeur par l'autre et vérifier régulièrement que l'autre continue à l'aimer ou l'apprécier. Ça, c'est plutôt pour l'attachement insécure. S'il est évitant, il peut se renfermer, s'éloigner, se replier sur lui-même, quitter la relation, fuir la confrontation, la critique, la remise en question, précisément parce que c'est trop violent pour lui. Et s'il est ambivalent, il peut réagir d'une façon ou de l'autre. Alors, ce que je viens de vous dire, c'est vraiment résumé et simplifié. Il y a plein de conférences, de webinaires et de très bons bouquins sur ce sujet pour creuser les théories de l'attachement. Mais pour vous donner un autre exemple, on peut parler par exemple de la théorie du miroir qui est développée par le psychologue Cyril Malka. Si on a grandi avec des parents narcissiques ou très critiques envers nous, ou qui soufflaient le chaud et le froid en permanence, on a de fortes chances de développer un type d'attachement insécure. Donc ça peut être évitant ou anxieux ou ambivalent, le mix des deux. Dans ce cas, si vous êtes cet enfant-là, vous avez l'habitude de ces réflexions, vous avez l'habitude d'avoir un miroir déformé, d'avoir un miroir critique. La critique, c'est votre normalité. Je continue en disant que ça va durablement affecter votre estime de vous. Certains vont se construire en se pensant de toute façon nuls ou indignes d'être aimés, d'être choyés, d'être protégés, qui ne méritent pas d'être soutenus, parce qu'ils n'ont reçu d'eux-mêmes que cette image-là. Donc ils vont développer un attachement plutôt évitant. D'autres vont se construire sur la révolte, la colère, nourrir un grand sentiment d'injustice devant tout ce qu'ils n'ont pas reçu. Ceux-là peut-être seront plus réactionnels face à la critique. Et puis certains vont essayer de faire avec, se rendre aimables pour éviter d'être critiqués, de se suradapter pour mériter l'attention, un peu d'affection, du respect. Ceux-là vont développer plutôt un attachement anxieux, en recherchant la validation, la reconnaissance, les marques d'approbation et d'affection. Souvent, ceux-là se définissent d'ailleurs comme hypersensibles et détruits par les remarques ou les critiques. Et donc, à partir de là, chacun essaye de faire du mieux qu'il peut pour lui et pour la génération suivante. C'est l'hypothèse 1, basée donc sur la théorie de l'attachement. Encore une fois, vous avez plein de trucs dessus dans les livres et les médias. La deuxième hypothèse, pourquoi certains le vivent très bien et d'autres pas du tout, ces critiques. La deuxième hypothèse, c'est l'hypersensibilité. De quoi parle-t-on quand on parle d'hypersensibilité ? Il faut faire le distinguo entre les sens et les émotions, déjà. Une personne avec autisme notamment aura des perceptions sensorielles différentes et peut avoir des hyper- ou des hyposensibilités sur un ou plusieurs sens. Il y a aussi ce qu'on appelle l'hypersensibilité environnementale. Le fait, selon Nathalie Claubert et Nicolas Gauvry, qui ont élaboré le CASS, C-A-S-S, une échelle de la sensibilité justement francophone,
Donc le fait de réagir de façon plus ou moins forte aux stimuli de l'environnement. Ça peut concerner les sens, un contact, une lumière, etc. Les émotions, une image choquante, l'angoisse qu'on ressent devant la situation de ce que vit une autre personne. Les relations, une rencontre, une rupture, un conflit. Ils continuent tous les deux en expliquant qu'une personne particulièrement sensible aura tendance à détecter des petites modifications, à être dérangée par des affects, par exemple, trop intenses et à y réagir plus intensément. Parmi les émotions, on parle aussi de celles qui sont liées à la beauté, à l'art, à la compassion, l'empathie, ainsi que le fait de mal gérer ses émotions. Il ne faut pas confondre non plus la haute sensibilité et la difficulté de gestion des émotions. Alors, si on veut résumer ce que ces deux professionnels disent, on pourrait formuler ainsi l'hypersensibilité émotionnelle, encore une fois, à ne pas confondre avec les hypersensibilités sensorielles qu'on retrouve notamment dans le TSA. Ça va être de réagir fort devant un film émouvant, devant une œuvre d'art, la sensibilité à la beauté, la sensibilité à la nature qui nous émeut, tout ça. Et puis, cette hypersensibilité émotionnelle concerne aussi les autres, une personne qui souffre, un animal blessé, la situation difficile d'un proche ou la misère qu'on côtoie, ce sont des choses qui vont nous émouvoir. Et puis, d'un autre côté, la difficulté de gestion émotionnelle, il s'agit plutôt de la forte réactivité à la critique, justement, à la frustration. Se sentir nul ou à terre quand on a l'impression que le collègue, le patron, le conjoint nous parle mal ou nous fait un reproche. Le fait aussi d'accorder beaucoup d'importance à sa propre satisfaction. Les autres doivent adapter leur comportement et leur façon de dire les choses afin de ne pas nous blesser. Ces personnes-là se disent hypersensibles, mais en réactivité au comportement des autres face à soi et sont nettement moins sensibles à la douleur de l'autre ou à sa situation. Nicolas Gauvry continue en parlant de l'intelligence émotionnelle. C'est une forme d'intelligence qui permet de savoir utiliser sa colère comme une énergie. J'adore cette phrase. Qui permet de comprendre qu'on s'est trompé. Qui permet une certaine capacité d'adaptation à l'autre, à la situation, à la réalité. Là, c'est l'intelligence émotionnelle. Si vous voulez d'ailleurs tester votre sensibilité, vous trouverez en lien dans la description de cette chronique le CAS, l'échelle de sensibilité française, donc de Nathalie Claubert et Nicolas Gauvry. Je vous mets aussi en lien les livres de Nathalie sur le sujet, ainsi qu'une excellente conférence. Et ça, c'était l'hypothèse 2, l'hypothèse de la haute sensibilité. On passe à l'hypothèse 3. Parfois, quand on est qualifié d'hyper réactif à la critique et qu'on explique en CNV la communication non violente ou avec une autre méthode de communication, notre sensibilité, qu'on explique nos besoins à nos proches, en fait, on est juste parfois gonflant. Parfois sous couvert de « j'ai besoin de ça » ou « ça me blesse lorsque tu dis les choses de telle façon ». En fait, c'est une forme de narcissisme vulnérable. Le trait de personnalité narcissique étant celui qui considère ses besoins comme supérieurs à ceux des autres, ses attentes comme légitimes, le besoin d'être admiré ou chouchouté et d'être au centre des attentions de l'autre. Et puis, il y a une absence de retour, d'empathie, de réciprocité. Donc, si je suis mal intérieurement, c'est parce que les autres m'ont blessé. Tu n'as pas été assez attentif à mes besoins, tu n'as pas répondu à mes attentes. On peut avoir en face de soi une personne très patiente et aimante qui va s'adapter et répondre à nos attentes. Le risque, c'est que sur la durée, s'il n'y a pas assez de réciprocité et que vous êtes la personne qui demande constamment au nom de votre grande sensibilité émotionnelle et l'autre est celui qui donne et rassure, eh bien, ça ne tient pas toujours. J'ai envie de dire heureusement, mais je vais m'abstenir. On peut avoir aussi en face de soi une personne qui dit non ou stop ou je ne peux pas répondre à tes attentes. Et là, on a deux solutions. On s'effondre et on rend l'autre responsable de notre bonheur et donc de notre malheur. L'autre solution, c'est d'apprendre à se connaître, de comprendre pourquoi on a autant besoin d'être rassuré, d'être validé, d'être confirmé
et pourquoi on se sent autant en danger lorsqu'on nous critique. Ce travail est libérateur. Il y a souvent des peurs, il y a des croyances. Il faut pouvoir remonter jusqu'à elles, les identifier, connaître nos limites, nos biais. Et vraiment, j'insiste, c'est libérateur pour soi. Et bonus, ça fait du bien à l'entourage la plupart du temps. C'est l'hypothèse numéro 3, le lien entre hypersensibilité et narcissisme. Alors, pourquoi certains réagissent si mal à la critique ? Je dirais en résumé, parce que dans leur enfance, ils n'ont pas reçu la protection et le soutien nécessaire pour se développer avec suffisamment de sécurité intérieure. Aussi parce qu'ils ont une haute sensibilité et une grande réactivité à leur environnement, et parfois aussi parce qu'ils considèrent que leurs besoins sont prioritaires et qu'il est légitime d'attendre des proches qui répondent à leurs attentes. Vous pouvez me dire en commentaire ou par message sur les réseaux si vous voyez d'autres choses qui font la différence. Je rajoute quand même une 4e chose, le contexte. Et oui, parce que quand on est claqué, qu'on n'a dormi que 3 heures, qu'on vient de recevoir une très mauvaise nouvelle, qu'on est très anxieux, de nature ou occasionnellement, ou qu'on est en plein shutdown ou crise autistique, ou encore qu'on a failli se faire renverser, et tellement de situations, on va réagir en système 1, instantanément, sans filtre, sans calcul, sans prise de recul. C'est juste pas le moment, en fait, c'était le truc de trop. Au passage, pour ceux qui ne connaissent pas, le système 1, système 2, vous pouvez creuser sur le net et je vous en parle dans une prochaine chronique sur la communication, justement. Le chapitre suivant, un autre focus, une autre façon de voir les choses, c'est l'affect qui prime sur la raison. Depuis une 50aine d'années, 1975 environ, il y a un basculement qui se fait dans nos sociétés occidentales. L'affect est privilégié par rapport aux faits, à la logique, à l'analyse. Ce qui, à mon sens, favorise entre autres l'émergence de cette société très narcissique dont je parle en détail dans la série « Arrêtez de se faire bouffer ». Et ce qui fait aussi que dans les relations interpersonnelles, que ce soit avec notre patron, avec nos enfants, avec nos collègues, avec notre conjoint, on va la plupart du temps spontanément privilégier pour beaucoup d'entre nous nos affects, la façon dont on vit les choses plutôt que les faits. En tant qu'employeur, je l'ai expérimenté de 2 façons différentes. Lorsqu'il y a une erreur manifeste, je vais voir la personne, je lui signale factuellement et gentiment, je suis plutôt une personne sympa dans la vie, je cherche à comprendre pourquoi cette erreur a été commise. On voit comment réparer là tout de suite pour ce projet ou pour ce client et ensuite je mets en place un correctif pour éviter que ça se reproduise. Par exemple, comme erreur, l'information n'est pas arrivée à temps, c'est pour ça qu'il y a eu l'erreur. Bon, alors, on développe une fonction sur notre programme informatique qui permet de donner l'info à temps à la bonne personne. Elle a cliqué par erreur sur un truc, et ben on fait en sorte que ce bouton ne soit plus cliquable par erreur, parce que ça peut arriver à tout le monde de cliquer par erreur sur un truc, voilà. Donc on met en place une validation du clic, ou alors elle était à cran pour une situation familiale, ben, je vais l'encourager à poser des congés, on est une équipe, on va se soutenir, on va s'adapter, voilà. Il y a un souci avec un collègue, on essaye de le traiter. Le problème, c'est que avec certaines personnes, ça fonctionne très bien. Avec d'autres, j'étais trop gentille, entre guillemets. Je veux dire par là que exposer factuellement les choses et mettre en place un correctif pour la situation et sur le long terme, sans les engueuler, ça faisait de moi quelqu'un de faible aux yeux de certains, de pas crédible. Parce qu'il n'y avait pas d'expression de colère, de menace, d'enjeu perceptible. Certains ne prenaient pas la mesure des choses. Et à l'inverse, il m'est arrivé d'avoir à sortir de façon assez musclée des salariés très problématiques. Un jour, je raconterai ça dans un bouquin, c'est pas marrant. C'est extraordinaire de ressources, en fait, le monde du travail, mais bon, c'est une autre histoire. Je pense à une personne en particulier qui était devenue en roue libre. Elle arrivait quand elle voulait, elle partait quand elle voulait, tout en badgeant comme en étant présente. Merci bien, les problèmes d'assurance et la gravité des conséquences en cas de souci, en cas d'accident. Ça lui arrivait de planquer son fils au travail, au lieu de me dire simplement qu'elle avait un problème de garde, ce qu'on est la plupart des femmes et qui nous est absolument, et moi la première, toujours, régulièrement arrivé, et j'ai toujours été hyper adaptative, adaptante et conciliante pour ça. Bon, elle me le disait pas, elle planquait son fils, tout en le laissant escalader les machines. Bonjour le danger. Elle cumulait les erreurs à répétition
Et alors ça peut arriver, il y a plein d'explications, mais le point de non-retour pour moi, c'était qu'elle accusait systématiquement ses collègues. C'était jamais de sa faute, c'était toujours de la faute de quelqu'un d'autre. Et ses collègues qui d'ailleurs, pour ne pas ajouter à ses difficultés à elle, parce qu'elle voyait bien que la situation commençait à s'enliser et que ça sentait pas bon, donc ses collègues, mes autres salariés, ne m'en parlaient pas et encaissaient l'excuse de l'autre et faisaient le dos rond. J'ai eu quelques conversations, au final un peu musclées, avec cette femme pour cadrer les choses. Parce que pour le coup, autant en cas d'erreur et dans le quotidien, je ne suis pas du tout adepte de ce genre de choses, mais là, vraiment, il fallait poser les choses de façon extrêmement claire. Et donc, quand je faisais ça, elle me répondait qu'elle était hypersensible, avec une charge émotionnelle très très forte. Elle me criait presque dessus qu'elle était hypersensible et que la façon dont je lui disais les choses était extrêmement blessante, inadmissible, et que je l'atteignais très profondément et que c'était très grave ce que je faisais. Peut-être, hein, je ne suis pas quelqu'un je ne suis pas parfaite, ni comme patronne, ni dans aucun aspect de ma vie. Mais je vous livre cet exemple parce que je trouve que ça illustre bien combien l'affect, qu'il soit de l'ordre de la valorisation bienveillante de l'autre, ou à l'inverse, on pourrait dire d'une forme d'autorité colérique, je suis le patron, c'est comme ça et c'est tout, eh bien cet affect, quand il est absent et qu'on est beaucoup plus sur le factuel, le concret, il y a un problème, on le résout, ok, qu'est-ce qu'on fait, comment on agit, point, on avance. Cet affect va être pointé comme la source de tout mot. Les faits, s'il y a une erreur, on la répare et on évite de la reproduire, non ? Il y a un contrat de travail, il y a des droits, il y a des devoirs des deux côtés. Donc, ce qui est dommage dans ces cas-là, je trouve, c'est que les faits, on s'en fout. C'est-à-dire, il y a une erreur, on la répare, il y a un contrat de travail, il faut qu'il soit respecté des deux côtés, mais on fait passer l'affect en premier. Avec les enfants, est-ce qu'on ne fait pas pareil parfois ? Je veux que mon enfant m'aime et me fasse des câlins. Donc, ces mensonges pour jouer 5 heures d'affilée tout en mangeant le pot de Nutella sur le PC et en volant dans mon porte-monnaie pour aller s'acheter des trucs en douce, je ne vais pas intervenir parce que si je le punis, il m'en voudra et il m'aimera moins. Il a une mauvaise note parce qu'il n'a rien fichu, en fait, globalement, il n'a pas bossé. Est-ce que je vais le soutenir et critiquer le prof, accuser le prof, plutôt que de voir les faits? Mon fils n'a rien foutu, ou ma fille n'a rien fait, n'a pas bossé pour ça. Les faits qui, d'ailleurs, quand on veut bien les regarder honnêtement, cachent la plupart du temps une phobie scolaire, un ennui, un harcèlement, une dépression. Les faits disent quelque chose, mais si on ne veut pas les voir, les faits, et qu'on ne voit que l'affect, on s'aveugle soi-même. Donc, dans ces cas-là, on va privilégier l'affect avec notre enfant plutôt que de voir les faits. Rapide remarque personnelle à ce sujet qui est hors sujet, justement, et qui n'engage que moi, mais je pense qu'en tant que parents, on n'est pas là pour être aimé de nos enfants. On est là pour les éduquer, les accompagner, leur donner les moyens internes et externes de devenir autonomes, du mieux qu'on peut, selon ce qu'on a nous-mêmes, selon ce qu'on est, et pour leur permettre de faire leur propre chemin. L'amour, l'affection en retour et l'amour de nos enfants, pour moi, est une conséquence, n'est pas un but en soi. Allez, je continue avec les exemples. Mon conjoint me dit quelque chose qui ne me plaît pas. Je n'aime ni ce qu'il me dit, ni sa façon de me le dire. Je vais très mal réagir parce qu'il n'a pas mis les formes et que le fond me blesse. Je réagis d'abord au niveau affectif. Mais est-ce que je suis capable d'entendre ce que mon conjoint essaye d'exprimer ? Est-ce que je suis capable de reconnaître les faits ? Alors il me semble qu'entre personnes autistes, là précisément, ça peut être un gros avantage. Parce que la plupart du temps, la personne autiste va privilégier plutôt les faits et réagir plutôt sur les informations que sur l'émotion. Avec une personne qui a un TDAH, ça peut être plus délicat à cause de la part d'inhibition qui caractérise
ces personnes-là, cette espèce de fulgurance parfois dans la réaction qui est de réagir très très fort sans réfléchir aux conséquences, sans tourner cette fois la langue dans sa bouche, ou ah bah puisque c'est comme ça j'arrête, ou ah bah j'adore donc je fonce, voilà. Et aussi on n'est pas tous, ni tout le temps, en capacité de réguler nos émotions. Quand une personne qui est importante pour nous, qui compte pour nous, nous dit ah, franchement t'as merdé là, bah parfois on peut dire ouais, en fait t'as raison, j'ai déconné. J'ai complètement zappé ce truc. Oh là là, mais quelle idiote. Ou alors, bah non, j'ai dit n'importe quoi, j'ai passé ma colère sur toi, j'ai passé ma colère sur lui, j'ai merdé, désolé. Mais parfois, on n'est pas en capacité de l'entendre et de le reconnaître. On va aborder quelques pistes tout à l'heure pour comprendre pourquoi on n'arrive pas toujours à gérer nos émotions et à accepter la critique. Quoi qu'il en soit, réaliser que nos sociétés privilégient l'affect sur le fait va nous permettre de prendre du recul sur soi d'abord et sur les autres et de patienter un peu avant de mal réagir à une critique ou de réagir en contre-attaquant directement. Et puis, si on a réagi tout de suite, trop vite, rien ne nous empêche après coup de respirer, de réfléchir, de réaliser qu'on a réagi un peu fort, que ce soit dans notre interprétation de la critique ou dans notre réaction. Et je termine ce chapitre en vous disant que vraiment, bien loin de moi l'idée de prôner la raison pure et l'oubli de l'affection, des émotions, de la tendresse. Je dirais que, et je suppose que comme pour beaucoup d'autres choses, tout se joue dans la nuance et l'équilibre. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien comme d'habitude, on commence par déculpabiliser. Vous avez remarqué que parfois, certains s'en veulent de ne pas être ci ou ça. Ah mais l'autre là, il s'en sort super bien et celle-ci, elle ose dire ce qu'elle pense. Alors franchement, ouvertement, ou à l'inverse, elle a des réelles compétences de diplomate. Mais ça sert à rien. On est comme on est. C'est intéressant de se comprendre et ça permet de ne pas s'en vouloir, de ne pas être précisément aussi diplomate que la collègue Marceline ou grande gueule que Robert, notre voisin. Pour paraphraser le super livre de Psycho Quack, Pierre Bordaberry, qui fait un excellent boulot de vulgarisation sur sa chaîne YouTube à propos de la santé mentale et écrit aussi des bouquins faciles à lire, si vous n'aimez pas lire des gros pavés. Donc, pour prendre le titre de son bouquin, c'est pas ta faute. Tu n'es pas comme l'autre là que tu admires, c'est pas ta faute. Et il y a des facteurs exogènes et endogènes pour qu'on soit ce qu'on est, des trucs qui viennent du dehors, la société, l'éducation, le milieu social, la culture dans laquelle on a grandi, la culture d'entreprise dans laquelle on est, etc. Et il y a des trucs qui viennent du dedans, de la génétique, notre personnalité, la façon dont on s'est construit. Donc, typiquement, si en dedans, vous êtes TSA, donc avec un fonctionnement du cerveau différent, et qu'en dehors, vous avez grandi dans une famille où c'était plutôt la maltraitance émotionnelle, la norme familiale, eh bien, vous n'avez pas reçu les outils qui vous permettent de bien vivre la critique. À l'inverse, si vous avez grandi dans un environnement stable, sécure, où malgré, on le disait tout à l'heure, les inévitables crises et difficultés du quotidien, vous savez que vous êtes aimé, protégé, que vous pouvez compter sur au moins une figure adulte qui justement vous aimera inconditionnellement et sera là pour vous soutenir et vous protéger si besoin. Eh bien, vous êtes bien outillé et la critique, finalement, ça va rester pour vous des mots. Ça peut plus ou moins vous affecter, mais vous avez la capacité de rapidement passer à autre chose. Et d'ailleurs, si vous êtes dans ces cas-là, s'il vous plaît, ne jugez pas trop vite ceux qui sont démontés à terre par la critique. Prenez en compte que vous n'avez pas la même structure interne. Et puis celui qui est différent et, ou bien, a vécu des formes de maltraitance dans l'enfance. Il y a une étude qui a montré que les maltraitances psychologiques sont autant, voire plus destructives que les maltraitances physiques. Je vous mets l'étude de Nathalie Boisselier à ce sujet en description. Eh bien, cette personne-là, c'est comme si sa maison, elle est construite sans fondation ni vide sanitaire. La maison, extérieurement, elle peut être tout à fait équilibrée, bien fichue, agréable, jolie, bien aménagée. L'ennui, c'est que comme elle n'a pas de fondation et de vide sanitaire, la moindre bourrasque ou secousse peut l'ébranler, voire carrément la mettre à terre. Et il va falloir à chaque fois reconstruire, réparer un truc, rafistoler.
Alors, je continue sur qu'est-ce qu'on fait. En premier, on déculpabilise, c'est ce qu'on vient d'aborder. Ensuite, par exemple, on fait des TCC. Parmi les outils des thérapies cognito-comportementales, on a le journal des pensées automatiques, l'éducation cognitive, identifier les pensées, les croyances, remplacer les pensées automatiques négatives par des pensées positives, la respiration, baisser l'anxiété, se reconnecter au moment. Ça se fait avec un psychologue formé en TCC. Idéalement, si vous êtes autiste, une personne qui saura adapter les pratiques des TCC au profil des TSA, justement. Comment gérer? Au-delà donc de déculpabiliser et des TCC, voici quelques exemples de pistes, comme à chaque fois à utiliser selon ce qui vous va bien à vous et qui est faisable à ce moment-là. On va parler en premier de canaliser. Vous pouvez essayer de canaliser votre attention. Vous pouvez déplacer votre attention en lisant un truc qui vous intéresse vraiment ou en regardant une série que vous aimez. Vous pouvez foncer dans votre travail s'il vous passionne et que votre patron n'abuse pas de vous ou dans un intérêt spécifique qui vous fait du bien. Une autre option, c'est de marcher ou de faire du sport. Ça permet à certains de gérer et de digérer ce trop-plein d'émotions. Sur l'aspect corporel, la respiration, la détente musculaire profonde, il y a des techniques pour ça qu'on peut apprendre en se renseignant ou avec un thérapeute. Le sport, on l'a dit tout à l'heure. Certains, pour se reconnecter au corporel, passent aussi par une douche chaude. La technique aussi des 21 secondes. J'ai entendu récemment qu'il faut 21 secondes pour digérer un truc qui blesse. Allumez le chrono et vérifiez. 21 secondes sans rien dire ni réagir. Et voir, alors vous avez le droit de bouger et de respirer quand même, mais sans réagir à la critique ou à la chose qui vous blesse. Et voyez ce qui se passe après. Je propose qu'on essaye et on s'y en courant. J'en profite pour vous dire que je vais lancer un Discord pour échanger entre auditeurs du podcast. Donc si ça vous intéresse, vous me faites signe et je vous enverrai le lien une fois que je l'aurai mis en place. C'est pas encore fait. Et on parlera de ces fameuses 21 secondes pour ceux qui auront testé si ça marche ou pas. On continue en parlant du mental. Sur le plan cognitif, vous pouvez réfléchir, analyser vos pensées automatiques, les noter. Les pensées automatiques, c'est qu'ils viennent automatiquement. Ah bah si il m'a dit ça, c'est parce qu'il m'aime pas. Ah bah si elle a réagi comme ça, c'est parce que mon travail c'était de la merde, etc. Voire vous pouvez aller plus loin si vous le sentez en explorant quels besoins vous aviez au fond. Vous sentir aimé, vous sentir reconnu dans votre travail, ce sont juste 2 exemples, ça peut toucher à plein de choses. La reconnaissance, l'attention, le repos, besoin de distance, de respiration. Vous pouvez essayer de voir quelle peur, en fait, cette critique a réveillé en vous. La peur d'être rejeté, d'être pris pour un imbécile, d'être viré, la peur de ne plus être aimé, la peur de perdre ses proches, de devoir recommencer l'intégralité d'un travail, de ne pas être à la hauteur, de décevoir. En fait, il s'agit d'essayer de comprendre ce que notre cerveau nous dit en lançant cette forme de alerte rouge, tornade, au moindre souffle du vent. Parce que finalement, ce n'est pas vraiment une tornade, c'était un souffle du vent. Mais notre cerveau l'a pris comme une tornade. Et ça va permettre de rééduquer nos pensées. Sur la sphère émotionnelle, les émotions, c'est une réaction physique à un facteur externe. Chercher à ne pas en avoir, c'est illusoire. On est humain, on a des émotions. Les laisser passer, respirer, reconnaître donc ces émotions pour ensuite décider ce qu'on va en faire, c'est plus efficace. La technique de l'EMDR, je n'ai pas testé et je n'ai pas d'avis sur la pratique en elle-même. Il y a certains qui remettent en doute ses bases. Concrètement, il y a aussi des personnes qui disent que ça les a aidés dans certaines situations justement assez difficiles à vivre et à gérer pour elles. Donc à tester si vous le sentez en vous renseignant et en choisissant bien votre praticien. L'autocompassion et la valorisation. Vous pouvez dire des choses valorisantes pour vous afin de restaurer l'image de vous et la confiance en vous. Être doux avec soi-même, accepter nos émotions, accepter nos réactions, accepter l'intensité de nos émotions et de nos réactions, ne pas s'en vouloir. Petit à petit, ça va permettre que soi-même, on soit un petit peu moins critique avec soi. Et puis, je finis par la tendresse. Expérimenter avec un proche, avec un conjoint aimant, avec un ami, avec un psychologue avec qui il y a une belle alliance thérapeutique dans ce cas-là, ou avec
un père aidant. Expérimentez qu'on peut s'entendre dire des choses difficiles, mais que, en fait, ça ne nous met pas à terre. Eh bien, petit à petit, c'est guérissant, c'est consolant. Ça participe à la restauration de la confiance en soi. Bon, parler de tendresse dans une relation avec un thérapeute, ça ne va pas le faire, mais vous avez compris l'idée. On pourrait parler de relations bienveillantes aussi, de façon régulière, expérimenter que la critique, c'est un souffle du vent qui peut être un peu froid, qui peut être désagréable, mais c'est pas forcément une tornade. Parlons maintenant du fait que si c'est à vous qu'on reproche d'être trop cash, d'être critique et de blesser. Alors, 4 suggestions. Peut-être que vous avez un type d'attachement sécure et que vous ne vous rendez pas compte que vous blessez l'autre. C'est maladroit de votre part, c'est involontaire. Mais maintenant, vous savez. Peut-être aussi que vous êtes autiste et que vous n'avez pas appris à mettre la forme. C'est pas super évident pour vous les codes sociaux. Je vous propose d'apprendre à mettre la forme, à mettre les mots, à mettre le ton, à trouver le moment pour dire les choses, pour adoucir votre propos. En fait, c'est un lubrifiant social. Ça passe mieux, vous faites moins mal. Et oui, je sais, je vous annonce depuis longtemps un épisode sur ce sujet aussi, le fond et la forme. Je continue à travailler dessus. Une troisième piste, c'est parce que vous êtes autiste ou atypique, une autre forme d'atypie, et que vous avez en plus morflé. Vous avez dû encaisser pas mal de choses dans la vie, et puis y en a marre de se cacher, de masquer. Ok, vous avez souffert, vous avez fait beaucoup d'efforts, je comprends infiniment, mais à mon sens, ça ne justifie en rien de vous comporter comme un tracteur qui fonce en écrasant les autres sur son passage. Vous n'êtes pas responsable de ce que vous avez vécu, de ce que les autres vous ont fait. En revanche, vous êtes responsable de faire pareil aux autres. Ou vous pouvez choisir de vous faire aider pour digérer toutes ces vacheries injustes et tenter de réduire et de limiter ce cycle de violence naturelle. Et puis, la quatrième chose, vous considérez peut-être que votre avis est génial, supérieur à celui des autres, qu'il est beaucoup plus valable, que de toute façon, vous avez raison, vous le savez, et vous êtes plus intelligent, et à ce titre, vous avez le droit d'imposer votre avis et de dire vos critiques quand vous voulez, comme vous voulez. Tant pis si ça blesse les autres, vous connaissez votre valeur, et vous valez clairement mieux que les autres. Seriez pas un peu narcissique, vous ? Alors, attachement insécure ? Autiste un peu trop cash ? Personne qui a beaucoup souffert dans la vie ? Narcissique ? On continue avec un rapide focus sur le fait d'être parent et d'être critiqué dans sa parentalité. Pourquoi on y croit à ces critiques ? Ensuite, la confiance, les facteurs externes et un rapide exemple. Allez, c'est parti. Être parent, donc, et être critiqué. Il y a une injonction de fou, de façon générale, sur les parents. Dans le cas des parents d'enfants avec TSA ou TDAH, il y a en plus cette espèce de menace ou suspicion, comme sur la plupart des mamans, notamment de gamins différents. Et c'est vraiment un stress supplémentaire. Je me souviens quand mes enfants étaient plus petits et que je vivais tout ça à la maison, j'étais à cran. À force que tout le monde me laisse entendre que d'une façon ou d'une autre, c'était de ma faute ou que je faisais mal, j'étais très vite à cran et je craquais beaucoup plus vite. J'avais pas de réserve intérieure parce que il y a toujours cette menace et cette suspicion, beaucoup liée à la psychanalyse aussi en France, où c'est forcément que les parents, et en particulier la mère, n'est pas assez ou trop comme si, pas assez comme ça ou trop comme si, que l'enfant a un TSA notamment. Alors que quand on est dans un environnement bienveillant, qu'on nous fait confiance, qu'on est valorisé, c'est sacrément plus facile d'être une bonne mère, un bon père et de mettre en pratique les bonnes méthodes. J'ai expérimenté et j'ai vraiment vu autour de moi que quand on est constamment sous la critique et la défiance, on peut facilement faire des erreurs et se sentir maltraitant parce qu'on est maltraité. Alors ces critiques, pourquoi on y croit ? Une des pistes, c'est le miroir relationnel. On en a parlé au début de cet épisode. Quand on est petit, on se construit l'image de nous-mêmes à travers le regard de nos parents. Et à travers aussi, ça va influer sur notre forme d'attachement. Donc on se construit l'image de nous à travers le regard de la personne qui s'occupe de nous, qui est là pour nous. Si cette personne vous répète que vous la saoulez, qu'elle n'en peut plus de vous, vous allez intégrer que vous êtes une personne saoulante dont les autres ont très vite marre. Donc, quand adulte, votre conjoint vous dit «
Ah, tu me saoules. C'est très difficile de ne pas y croire parce qu'il vous envoie la même image que celle avec laquelle vous avez grandi. Si on vous a répété petit que vous étiez vraiment trop nul, et bien quand votre patron plus tard ou vos collègues vous disent non, ce travail il est nul, là, ça va pas du tout, et bien vous allez y croire sans trop vous interroger. Parce que ça renvoie le même reflet que ce que vous avez vu. Et puis, il y a une autre possibilité, c'est que certains ont grandi sans miroir, avec des proches qui n'étaient pas vraiment présents pour eux. Ces enfants-là, ils sont juste débrouillés un peu seuls sur le plan émotionnel et moral. Et ils ne savent pas vraiment ce qu'ils valent. Alors ils vont avoir tendance à croire naturellement ce qu'on leur dit, l'image, le reflet qu'on leur renvoie d'eux. Vos collègues vous disent que vous êtes chiant, le pédiatre de vos enfants vous dit que vous êtes surprotecteur, l'enseignant que vous n'êtes pas assez présent pour les apprentissages de votre fille, votre famille que vous êtes pénible, votre voisine que vous devez prendre la tisane fleur d'étoile séchée sous la lumière de la pleine lune pour aligner vos cycles, et devenir enfin cette mère zen, souriante et instagrammable qui sera reconnue par ses pairs. Alors, si vous n'avez pas eu de miroir, vous allez croire tout ça parce qu'intérieurement, vous n'avez pas la structure mentale pour faire la part des choses. Vous ne savez pas vraiment ce que vous valez, mais vous savez ce que vous vivez et c'est dur. Entre parenthèses, et encore une fois, ça montre aussi à ceux qui sont moins sensibles à la critique et qui comprennent pas trop les faibles, entre guillemets, qui se laissent atteindre, que c'est pas forcément une question de faiblesse de caractère. C'est juste que tout le monde n'a pas eu les mêmes données à la base. Donc, stop, ne jugeons pas. Pour en revenir à l'exemple, si vos collègues vous trouvent chiante, ok, mais n'empêche, vous êtes la seule personne à avoir repéré les erreurs et les défaillances qui mettent en péril la stabilité du développement du projet. Alors, vous êtes peut-être perçu comme chiant et pointilleux, mais vous êtes aussi observateur et sérieux dans votre job. Le pédiatre vous trouve surprotecteur, mais il ne vous écoute pas parce que dans sa sensibilité psychanalytique, il pense que de toute façon, vous êtes coupable de quelque chose. Si votre enfant a un rhume, de l'asthme ou des difficultés scolaires, c'est forcément de la faute de maman ou de papa. L'enseignant trouve que vous vous impliquez pas assez, alors que vous passez 2 heures par jour à revoir les cours avec votre enfant parce que vous avez repéré sa dyslexie et qui tient probablement de son père, pourtant nié par l'enseignant, qui trouve, lui, encore une fois, juste que votre enfant est mal éduqué et ne fait pas assez d'efforts. Votre voisine ne connaît rien à tout ce que vous vivez, mais elle aime bien avoir raison et elle sait mieux que vous comment gérer votre vie. Alors pourquoi est-ce qu'on y croit à ces critiques ? Eh bien, dans ce cas-là, parce qu'elles collent à l'image qu'on a de nous, à cause du reflet, du miroir qu'on nous a donné dans notre enfance. Ou parce qu'on n'a pas eu de miroir et donc on n'a aucun référentiel sur lequel se baser. Et là, on parle de souffrance. Mais ça peut être plus grave, parce que c'est la porte ouverte aux relations avec une personne abusive, celle qui va nous donner une image de nous merveilleuse au début. Oh, qu'est-ce que tu travailles bien, t'es une mère géniale, tu es un socle pour ta famille, que tu as des valeurs profondes. Et pour ensuite, une fois qu'on est bien accroché, va souffler progressivement et alternativement le chaud et le froid. Je ne rentre pas plus dans ce sujet, je le détaille dans la série Arrêtez de se faire bouffer. Et j'en parle aussi un petit peu dans le premier épisode sur la série Couple et Couple atypique. Passons à la confiance. Est-ce que c'est pas plus facile d'accepter la critique quand elle vient de quelqu'un en qui on a confiance ? Par exemple, un médecin ou un psychologue avec qui on a une vraie alliance thérapeutique. Une des définitions de l'alliance thérapeutique, c'est le lien entre le patient et le thérapeute, l'accord mutuel de travailler ensemble sur des tâches liées au bien-être du patient. Ça suppose que le patient reconnaisse les compétences du thérapeute ou du médecin et ait confiance en lui. Et que le médecin ou le thérapeute l'écoute et respecte le patient. Ça peut être aussi cette personne de confiance, un enseignant, avec qui il y a réciprocité dans la relation. J'apprends de lui, je l'écoute, je reçois, je réfléchis, j'essaie de comprendre. Lui, l'enseignant, pour sa part, il s'investit auprès de moi, il répond à mes questions. Est-ce qu'ici, on ne pourrait pas parler d'alliance pédagogique ? Le professeur étant heureux de préparer et transmettre un savoir à un élève qui accueille, apprend, avance. Le respect mutuel. Et puis cette relation de confiance, c'est aussi, et c'est souhaitable, un proche capable de se remettre en question, dans le sens de pratiquer sur lui la métacognition ou la question socratique,
serait de vérifier pourquoi est-ce que je pense cela. Pourquoi est-ce que je réagis de cette manière? Pourquoi est-ce que l'autre s'énerve et le prend mal quand je dis les choses de telle façon? D'où viennent mes certitudes et mes croyances? Sur quoi est-ce que je m'appuie pour affirmer que telle valeur ou tel comportement sont justes, universels, applicables à tout le monde et en particulier, donc, l'autre devrait faire, agir et penser comme moi j'estime qu'il est juste de le faire. Vous avez compris où je veux en venir. Accepter la critique de la part de quelqu'un avec qui il y a confiance et respect mutuel, c'est quand même très différent de la critique qui vient de la langue de vipère de Narcisse le Suprême. Hugo Mercier, chercheur en sciences cognitives à l'université suisse de Neuchâtel, dit les choses comme ça. Les gens plus intelligents ont tendance à faire confiance aux autres et on peut imaginer a priori que c'est parce que leur intelligence leur permet de mieux discriminer, faire la part des choses et donc a priori de se faire plus confiance et d'avoir plus confiance dans leur propre jugement. Il semble d'ailleurs qu'ils aient plus ou moins raison, parce que grâce à leur expérience vécue qui leur ont permis de déterminer si une personne est digne de confiance ou pas, eh ben ils sont meilleurs que d'autres là-dedans. Du coup, ça leur donne un avantage, une espèce de cercle vertueux, parce que quand on commence à être un petit peu plus ouvert et à faire un peu plus confiance aux autres, du coup, on reçoit plus d'informations. Et puis on apprend plus avec les informations qu'on reçoit, on décode plus et on sait plus vite à qui on peut vraiment faire confiance. Par exemple, si moi je peux te faire confiance, après, je vais pouvoir me rendre compte si j'avais raison ou pas de te faire confiance. Par contre, si d'entrée de jeu, je ne te fais pas confiance, ça va être très dur, après coup, de savoir si en réalité j'aurais dû ou pu te faire confiance ou pas. Donc les gens qui commencent en étant très fermés, ils ont plutôt tendance à stagner plus parce qu'ils ne se rendent pas compte des opportunités perdues en ne faisant pas confiance aux autres. Alors que quelqu'un qui fait confiance de manière peut-être un peu trop large au début, ce qu'a tendance à faire d'ailleurs l'enfant. Et moi, j'ai envie d'ajouter certains autistes aussi. Certains autistes ont tendance à faire confiance trop vite et sans filtre. Eh bien, en réalité, ceux-là, idéalement, ils vont apprendre à qui ils peuvent faire confiance ou pas. Ils vont expérimenter. Donc, le bénéfice secondaire de faire confiance un petit peu plus que ce qu'on devrait, c'est qu'on en apprend beaucoup plus que si on faisait moins confiance. C'est fort, hein? Ça me fait penser à cette phrase de Mandela, « Je ne perds jamais. Soit j'apprends, soit je gagne. » Combien d'entre nous s'en sont voulus d'avoir été naïfs, d'avoir été trop confiants, d'avoir pas vu venir le coup de bêche du collègue ou la langue de serpent de la voisine? Eh bien, en fait, c'est quand même un cercle vertueux. Parlons maintenant des facteurs externes avant d'arriver sur mon petit exemple. Les facteurs externes, quand vous avez des conditions de travail merdiques, ou que vous êtes en galère pour en trouver, justement, du travail, que vous êtes fragilisé par la maladie ou par des douleurs chroniques, que vous dormez mal à cause des travaux permanents ou de la mauvaise isolation des murs, que votre voisin procédurier vous fait un procès pour l'arbre que votre prédécesseur a planté à 50 cm de la haie, ou que vous sortez d'une rupture amoureuse, que vous êtes en plein deuil, etc., ça va quand même être sacrément plus difficile d'accepter la critique. Parce que les choses que vous traversez là, elles sont dues à des facteurs externes sur lesquels vous n'avez pas le contrôle, mais qui forcément affectent votre état. Et vont faire que vous allez devoir mettre beaucoup d'énergie à gérer ces trucs-là, et que par la force des choses, vous serez plus sensible, vous aurez moins de force intérieure ou simplement de capacité à prendre le recul et la distance. Quand dans nos vies ça va pas trop mal, qu'on est entouré de gens qui nous aiment bien et qui nous valorisent, qu'on fait des activités qui nous plaisent et dans lesquelles on s'épanouit, on est quand même sacrément plus armé intérieurement, soit pour s'en ficher et en rire de la critique, soit pour y répondre de façon constructive, soit carrément pour entendre, se dire qu'elle va peut-être nous apporter quelque chose, que c'est pas déconnant ce qu'on est en train de nous dire, réfléchir, écouter le point de vue et avancer. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous êtes plus sensible à la critique et qu'elle vous blesse très facilement, qu'elle vous atteint, c'est peut-être aussi que vous traversez des choses qui sont déjà lourdes à porter et que là, ça va faire un petit peu beaucoup. C'est peut-être aussi parce que, en tant que personne autiste, vous êtes plutôt littéral, vous prenez les choses à la lettre et que quelque chose qui n'était pas forcément un jugement ou une critique, vous allez le prendre très mal. Et encore plus mal si vous avez déjà beaucoup de choses sur les épaules. Alors encore une fois, soyez doux avec vous-même, ne rajoutez pas à la critique, ne vous critiquez pas vous aussi.
Alors l'exemple dont je voulais vous parler, c'est pas une critique en soi, mais c'est quelque chose que je trouve intéressant pour illustrer la façon dont l'intention qui peut être d'un côté et la façon dont ça peut être reçu de l'autre côté. Je suis dans certains groupes Facebook, disons, plutôt différents de mes opinions, de mes valeurs ou des choses qui m'intéressent. Et en réalité, c'est super intéressant parce que, personnellement, ça me permet d'appréhender d'autres façons de penser. Et l'autre jour, je lisais ça. C'est un patron qui racontait et qui disait « L'an dernier, je dirigeais un établissement dans le social. Dès mon arrivée sur le poste, la chef de service, ma N-1, m'avait annoncé qu'elle ne voulait pas être d'astreinte tel jour parce que son chanteur préféré venait en concert. Ok, j'avais bien gardé l'information dans un coin de ma tête sans rien dire. Et 3 semaines avant le concert, j'ai sollicité un autre collègue pour lui faire une convocation bidon à une formation à l'autre bout de la France pendant 3 jours, donc pile au moment du concert, le jour qu'elle voulait réserver. La chef de service est venue me voir immédiatement. « C'est pas possible, mais vous savez pas ce qu'il y a ce jour-là ?» Et je lui ai répondu « Je sais pas, votre anniversaire ?» Et il continue en racontant qu'il l'a fait tourner en bourrique une longue partie de la journée avec ça, que cette personne était vraiment tiraillée entre son côté groupie et puis le fait que c'était très important pour elle d'aller à ce concert, et puis son professionnalisme et de ne pas mélanger et de ne pas dire à son chef pourquoi c'était important pour elle. Et en fin de journée, le collègue qui avait joué le jeu et puis prétendu qu'il y avait une formation, qu'elle devait aller à une formation, lui a avoué la vérité. Le patron continue en disant « Moi, j'étais partant pour faire durer le suspense pendant plusieurs jours. » Et il finit avec ce commentaire « Désolé pour ceux qui voulaient du sale, là, c'était plutôt sympa. » Voilà. Est-ce que c'est une blague bon enfant ? Est-ce que vous faites ça à une personne autiste ? Est-ce que vous faites ça à une personne qui a des TOC, qui a des troubles anxieux, qui vit une dépression ? Sérieusement ? Dans les commentaires, on voit pas mal de personnes qui disent trouver ça marrant si ça dure pas trop longtemps. Il y a quand même une personne qui a rappelé qu'une blague, ça doit faire rire les 2 protagonistes. Il y en a d'autres qui mettent le doigt sur l'abus de pouvoir, l'autorité, qui mettent le doigt aussi sur d'autres choses qui chiffonnent, un patron sur son salarié, un homme sur une femme. Et puis, encore d'autres, moins nombreux, disent que si on leur fait ça, il y a démission sur le bureau le lendemain. Alors, juste entre nous, ne faites pas ça. Si vous démissionnez, vous n'avez rien. Donc, vous respirez un bon coup et vous réfléchissez si vous voulez quitter l'entreprise pour le faire correctement, sauf si économiquement, vous avez les moyens de démissionner ou un autre poste qui vous attend. Mais ne démissionnez pas sur un coup de tête, protégez-vous et faites les choses bien. Bon, en fait, ici, et au-delà des questions sociales que je survole, parce que ce n'est pas le thème, je voulais juste prendre cet exemple pour montrer que devant la critique, mais aussi devant ce que certains appellent les blagues bon enfant ou marrantes, entre guillemets, on n'est pas tous égaux. Et que celui qui réagit hyper mal, c'est pas nécessairement parce que c'est un crétin ou un faible, ou une personne blessée. Au contraire, c'est peut-être juste un autiste, ou c'est quelqu'un qui a déjà une force de dingue dans son quotidien et que si on nous mettait dans ses baskets pour vivre sa vie à lui, eh ben, la moitié d'entre nous n'aurait pas la force intérieure que cette personne a. Donc oui, les critiques qui blessent sont violentes, les blagues qui semblent bon enfant, c'est pas anodin. Allez, j'enchaîne sur la conclusion. Aujourd'hui, elle sera un petit peu musclée, la conclusion. On va tous, y compris moi, en prendre pour notre grade. C'est le moment d'arrêter si vous n'aimez pas la critique. Alors, avant de juger quelqu'un et de dire qu'il est très susceptible, qu'il se braque, que vraiment, on ne peut rien te dire, tu fais un drame, non, c'est du drama en permanence, eh bien, ça vaut le coup de se rappeler, je l'ai répété et je vous le redis en conclusion, qu'on n'a pas tous le même parcours, qu'au Monopoly de la vie, on n'est pas tous arrivés avec les mêmes cartes chance. Et si être mis en difficulté, critiqué, moqué, jugé, ça vous amuse, vous le vivez bien, vous trouvez ça plutôt drôle, c'est pas le cas de tout le monde. Et c'est pas juste une question de volonté et de force intérieure. Un truc qui serait pas mal aussi quand vous voyez que l'autre vit mal ce que vous lui dites, parce que si vous, personnellement, ça vous fait rire quand on vous critique, ça pose aucun problème et c'est chouette. Et ça fait partie aussi de l'autodérision et c'est super. Par contre, si vous critiquez quelqu'un, ne le jugez pas parce qu'il le vit mal. Vous pouvez faire un peu d'autocritique justement et vous demander si une prochaine fois, vous pouvez formuler les choses d'une autre façon, à un autre moment. Ou même carrément, si vraiment c'est nécessaire de dire ça, de dire ce que vous pensez. Tout n'est pas bon et nécessaire à dire. Et
Si vous avez blessé l'autre, je vous donne une astuce de dingue pour limiter la casse, voire restaurer la confiance. Alors, c'est un truc complètement inédit, ça s'appelle les excuses sincères. Ne cherchez pas à vous justifier, ni à montrer à l'autre que c'est lui qui est trop réactif ou trop sensible, vous pouvez simplement vous excuser sincèrement. J'ai testé pour vous, je recommande, suivez-moi pour d'autres conseils inédits et révolutionnaires comme celui-ci. Allez, comme je suis équitable dans les scuds, voilà pour les hypersensibles à la critique. Certains, sur leur hypersensibilité, vont faire ce travail seuls, d'autres vont se faire accompagner. Lorsque ça touche au trauma, à des grands stress, à une anxiété généralisée, ça vaut la peine de faire ce travail avec un professionnel qui est formé au trauma ou à l'anxiété. Sinon, un groupe de pairs, PAIR, un père aidant, un thérapeute, un coach qui accompagne les personnes avec TND, ça peut beaucoup aider. Et le bon professionnel doit pouvoir vous dire lorsqu'il n'est pas compétent et vous orienter vers une personne qui le sera. Enfin, il y a certaines personnes qui font ce travail de métacognition, de gestion de leurs émotions, seules, en se renseignant, en lisant, en confrontant les opinions, en écoutant des webinaires et des conférences. Certains psychiatres parlent d'auto-soin. Il n'y a pas de règle et c'est aussi OK. Je termine cette longue conclusion avec un truc que vous connaissez bien maintenant de ma part. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Jugez ou jugeant, blessé ou blessant, souvent l'un et l'autre d'ailleurs parce qu'on est humain. On commet tous des erreurs, on juge trop vite, on est trop exigeant avec soi-même. On apprend par essai-erreur. Se tromper, c'est normal et ça permet de tester d'autres trucs et d'avancer. Et avant de terminer, je voudrais remercier l'un des auditeurs, Alexandre, qui m'a fait sans le vouloir le plus beau des compliments, je crois. Il m'a écrit que mon approche était créative et différente. Alexandre, merci de tout cœur. Je suis une curieuse, autodidacte sur pas mal de choses. Et j'ai fait trop de choses pour les résumer, mais finalement, la créativité, c'est probablement ce qui me touche et ce qui me parle le plus. Merci. Si vous voulez vous aussi soutenir ce podcast et soutenir mon travail, vous pouvez commenter et mettre un avis, notamment sur l'application Apple Podcast. Si vous avez un iPhone, vous allez dans Apple Podcast, c'est un petit logo violet. Le podcast donc s'appelle Fais un effort, les chroniques du TSA. J'ai commencé en février 2024 de façon anonyme, sans aucune communication. Et depuis quelques mois, je suis référencée. Ce podcast est référencé dans les 200 meilleurs podcasts en santé mentale sur Apple Podcast. En moyenne, autour de la 115e place, avec une montée à la 43e place. Alors, en fait, très sincèrement, j'ai pas la moindre idée de ce que ça veut dire. Si ça se trouve, on est 205 podcasts francophones en santé mentale, donc être dans les 200 premiers, ça n'a absolument rien de phénoménal. Mais si vous pensez que ces chroniques peuvent être utiles, vous pouvez faire monter sa note et son référencement tout simplement en mettant un commentaire, des étoiles, plutôt 5 parce que sinon ça va pas le faire monter. Et un commentaire sur l'app Apple Podcasts est très sensible à ça et c'est comme ça que ça marche les algorithmes pour faire remonter. Ça va permettre qu'il soit proposé à plus d'auditeurs. Voilà, et je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. J'ai hâte de vous lire. Bon, pour les irréductibles qui sont toujours là jusqu'à la fin, je vous raconte une anecdote. Je suis à mon compte depuis 20 ans et employeur depuis 12 ans. Un exemple de blague que j'ai faite et qui, après coup, a fait rire à sa manière mon comptable. Et j'espère que cette blague était bon enfant. Manifestement, oui, parce qu'au final, il en a ri. Alors, il s'agissait du service de paye. Chaque mois, j'envoie un mail avec les variables pour pouvoir éditer les bulletins de salaire. Donc, je marque Larissa, 3 jours de CP, un dimanche travaillé, payé double. Marie-Chantal, 5 jours de congé maladie. Dave a eu 4 heures supplémentaires et Maya 198 heures supplémentaires. Donc Maya, c'est moi. Le gars m'appelle, on fait tout par mail. Normalement, là, il décroche son téléphone, il m'appelle et il me demande des précisions sur les heures sup que je déclare pour moi et comment il doit les traiter. Alors il me dit oui, bonjour Madame Maya, j'ai bien reçu votre mail, j'ai pas compris, alors j'ai bien noté Larissa, Marie-Chantal, Dave. Par contre, pour Maya, 198 heures supplémentaires, j'ai pas compris. Vous voulez que je le traite comment ?
Et il faut savoir qu'à cette époque, j'étais gérante non salariée, donc j'avais pas de fiche de paye. Et ça signifie que cette info-là, elle était ni utile ni pertinente. Elle avait simplement pas lieu d'être. Alors moi, je lui explique en riant parce que j'étais contente de ma blague. Donc je lui explique que c'est une blague et que je trouvais ça très drôle de mettre sur le papier, drôle et symptomatique d'ailleurs, les heures sup que je faisais en tant que patronne parce que déjà à l'époque, je travaillais vraiment beaucoup. Et à ce moment-là, il se déride légèrement, il prend quelques secondes pour intégrer l'information, il finit par me dire oui. En fait, c'est très drôle. Écoutez, d'accord, merci. Ah quand même, en 25 ans, vous êtes la première à me faire une blague.